L'équipe, juste pour information, sachez que désormais, vous pouvez retrouver tous mes contenus sur YouTube, bien sûr, mais aussi dès le lendemain sur Spotify. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on repart sur un sujet que vous avez choisi sur Instagram. Sans surprise, vous m'avez remis un dossier transfert sur la table, je vous ai vu venir. J'avais tenté 2-3 sujets plus basket pur, mais le sondage du canal a parlé. Faut-il transférer Austin Reeves à vite pris de l'avance? Et vous avez verrouillé ça comme des requins. Et en vrai, je vous comprends, la NBA c'est un feuilleton et jusqu'à la trade deadline, ça va être dur de sortir de cette spirale. Par contre, si vous voulez qu'on change de cap un petit peu sur cette chaîne et qu'on parle de la saison davantage, vous connaissez la règle. Venez sur Instagram, généralement je balance les sondages le week-end, vous votez, vous choisissez, et ensuite, pour le vendredi, je vous construis l'épisode que vous avez choisi. Alors si c'est pas encore fait, venez vous abonner sur Instagram, histoire d'avoir la main sur les prochains sujets. Bref, aujourd'hui on va parler de trade, mais on va faire les choses différemment, j'ai envie de changer. On va pas juste prendre la trade machine pour savoir qui donne quoi contre qui. Non, on va traiter le cas Reeves comme un vrai dossier, version tribunal. Accusation, défense, argumentation, preuve, et à la fin je tranche. On sortira de là avec une réponse claire, c'est le but, et je m'y engage. Alors installez-vous bien, sortez la robe d'avocat et vos plus gros dossiers, nous on lance ça tout de suite. Ok, audience ouverte, aujourd'hui on va se mettre en mode tribunal pour répondre à la question du jour. Bienvenue au procès d'Austin Reeves et des Lakers. Question simple mais qui pique. Est-ce que les Lakers doivent le transférer avant la deadline, oui ou non? On écoute l'accusation, on écoute la défense, on regarde les preuves et à la fin je rends le verdict sans tourner autour du pot. Vous me connaissez, je déteste rester dans le flou et ce format m'obligera clairement à me mouiller. Parce que oui, si ce procès existe, c'est pour une date, la trade deadline, jeudi 5 février 2026, 15h côte Est, donc 21h en France. Notez ça tout de suite. Après ce moment précis, tout sera fini, on n'aura plus d'échanges jusqu'à la prochaine intersaison. Et justement là, en ce moment, en plein cœur du mois de décembre, c'est le moment où tout commence à chauffer. Ouais, parce que depuis le 15 décembre, beaucoup de joueurs signés cet été sont enfin devenus transférables. Là, c'est un vrai coup d'envoi. Les possibilités se multiplient, les téléphones s'allument et tout le monde se demande ce qu'il va se passer. C'est à partir de maintenant, forcément, que les rumeurs vont monter en flèche. Et évidemment, avec les Lakers, sous les projecteurs d'Hollywood, tout est toujours multiplié par 10. Parce que le contexte perpétuel là-bas, et encore plus en ce moment, c'est le win now. Tu construis autour de Luka et LeBron, tu capitalises sur ton bon classement actuel et tu vises le plus haut possible. Chaque move peut te faire gagner du plafond ou te faire perdre ton équilibre. Et avec le All-Star Weekend qui aura lieu à LA, juste après la deadline, les projecteurs seront encore plus braqués sur la franchise californienne. Bref, voilà le décor en gros. Maintenant, il va être temps d'écouter les avocats des deux parties. D'un côté, ceux qui veulent qu'il reste à Los Angeles et qui pensent que c'est le chemin à suivre. D'un autre, ceux qui veulent qu'il parte avant la deadline, pour voir quelle version possède le dossier le plus solide. Et justement, vous le savez, pour être un vrai témoin qui peut parler de la NBA, la condition numéro 1, c'est de regarder les matchs. Sauf que les horaires, c'est compliqué, et pour tenir la nuit, il faut être équipé, et moi je suis super fier de cette transition. Et oui, parce que c'est en pensant à ça que je vous présente tout de suite Oli, mon sponsor du jour. Je vous la fais simple, mon problème à moi c'est celui-là, les gros matchs NBA sont en pleine nuit, et j'ai longtemps alterné café sur café, ou pire même, gavage de soda ou d'énergie drink classique. Au bout d'un moment ça te met mal, ça te casse le sommeil, et tu te retrouves à 4h du mat, soit bien trop nerveux, soit en train de t'éteindre d'un coup. Les vrais fans de NBA connaissent parfaitement cette sensation, j'en suis certain. Et justement, c'est là que Oli est devenu mon plan le plus clean pour rester réveillé quand il faut. La gamme énergie, c'est une poudre à mélanger avec de l'eau, zéro sucre, très peu de calories et surtout une caféine micro-encapsulée qui fait un boost plus progressif, plus stable, sans le gros crash derrière, un shaker au moment de l'entre-deux et je reste focus jusqu'au buzzer final. Perso, j'y vois des avantages partout, pour mon sommeil, pour la planète, mais aussi pour mon porte-monnaie. J'ai fait mes calculs en remplaçant mes sodas habituels par Oli. En un an, j'ai remboursé 2 fois le prix du NBA League Pass, c'est pas rien. Par contre, je le redis parce que c'est important, le sommeil c'est primordial, on ne le rattrape pas facilement, hors de question de tricher là-dessus. Non, l'idée c'est juste de trouver une soluce qui permet d'éviter de sombrer pendant les nuits NBA sans faire n'importe quoi, et avec Oli, j'ai trouvé le compromis parfait. Puis pareil, faut être carré, Oli ne remplacera jamais l'eau, faut voir ça comme une alternative plus saine au soda classique, pas une potion magique. La gamme énergie est à consommer avec modération, à bannir quand on a moins de 16 ans, pas recommandé pendant la grossesse ou l'allaitement, et pour rester dans les clous avec certitude, on se cale sur un shaker max par jour, pas plus. C'est bien pour ça que Oli a sorti d'autres gammes aussi qui sont tout aussi délicieuses.
Ouais, en plus de la gamme énergie, si vous voulez varier, ils ont aussi la gamme Iced Tea sans sucre et sans ajout de caféine, plus chill pour la journée, mais également une gamme Hydration sans caféine avec des électrolytes et des minéraux, pratique après le sport ou quand vous voulez juste mieux vous hydrater, ainsi qu'une gamme milkshake plus gourmande qui vient juste de sortir. Par contre, on va pas se mentir, hein, moi la star de mes nuits NBA, c'est la gamme énergie, et si vous êtes perdu dans les goûts, et je comprends parce qu'il y en a plein de disponibles sur le site, moi mon préféré c'est Lemon Lizard en ce moment. Du citron, du concombre, absolument tout ce que j'aime, et vous voyez, je mens pas, après les échantillons qu'ils m'ont envoyés, j'ai acheté un pot rien que pour moi parce que c'est super utile et super bon. C'est pour ça que si ça vous intéresse et que vous voulez tester, j'ai des bons plans pour vous, écoutez bien. Si c'est votre première commande, le code 6ème-homme5 vous donne 5€ de réduction des 14,99€ d'achat. Si vous êtes déjà client, le code 6ème-homme vous donne moins 10% sur tout le site. Le plus simple, c'est de passer par mon lien en description ou de scanner le QR code que j'affiche là à l'écran. Comme ça, le code s'applique automatiquement dans votre panier. Plus simple, y a pas. Alors je compte sur vous pour aller voir si vous êtes curieux, chaque clic soutient la chaîne. Mais allez, maintenant qu'on est équipé pour les nuits blanches, on va retourner à notre dossier Austin Reeves. Et avant de décider s'il faut le transférer ou pas, on va déjà rappeler qui il est et pourquoi il pèse autant en ce moment du côté de Los Angeles. Reeves, c'est le joueur que personne n'avait prévu de voir dans les grosses discussions concernant les Lakers. C'est un gars de 1998 venu de l'Arkansas, autour d'1m96, entre arrière et meneur. Pas de tapis rouge, pas de hype, et c'est justement pour ça que sa trajectoire parle autant. Parce que la tradition des Lakers, c'est les superstars, mais aussi les histoires complètement inattendues qui deviennent réelles sous tes yeux. Reeves, vu son parcours, c'est exactement ça, un mec qui avait tout d'un inconnu à la base et qui a été rattrapé par les paillettes. En fait, dans son histoire, tout est cohérent. Il grandit dans une famille basket avec deux parents qui ont joué à l'université, donc il baigne dans le jeu très tôt, dans la routine, dans la discipline. Au lycée, il met des cartons, vraiment. On parle d'un gars à plus de 30 points par match, près de 9 rebonds, autour de 5 passes et qui mène son équipe vers un titre d'état. Sauf que tout ça se passe loin des projecteurs. C'est un point que les gens oublient. Tu peux dominer dans les gymnases près de chez toi, si t'es pas dans les circuits de la hype, tu restes seulement un nom qui a tout à prouver. Et ensuite, s'il y a vraiment un truc que j'aime bien chez lui, c'est qu'il a gravi les marches une par une, sans griller aucune étape. En NCAA, il passe par Wichita State avant d'être transféré à Oklahoma. Il doit même patienter une saison avant de rejouer, ce qui pour beaucoup aurait pu ressembler à une année perdue. Mais pour lui, ça devient une année de boulot, et quand il joue vraiment à Oklahoma, on voit le profil. C'est pas juste un shooter, c'est un joueur qui lit, qui crée, qui sait provoquer des fautes, qui sait gérer le tempo. Il y a un match qui résume bien ça, celui à 41 points avec le tir de la gagne contre TCU. Sur sa dernière saison universitaire, il tourne à presque 18 points, plus de 5 rebonds et près de 5 passes. Ça raconte un vrai joueur complet, pas juste un gadget qui a fait un coup d'éclat. Et puis arrive 2021, le moment où l'histoire bascule du tout au tout. Il n'est pas drafté, c'est le chapitre que tout le monde résume en une phrase alors que c'est bien plus subtil. Undrafted, ça ne veut pas forcément dire que personne ne voulait de toi, ça peut aussi vouloir dire je dis aux autres franchises de faire l'impasse sur moi pour choisir mon contexte ensuite. Reeves, c'est un peu ça. Il atterrit aux Lakers, d'abord sur un contrat two-way, puis il gagne un vrai contrat NBA, et puis là, dans une équipe qui n'a normalement pas le temps pour les surprises, il s'incruste dans la rotation, puis dans les plans, puis dans le récit, contrat standard, minutes, responsabilité, une ascension visible, documentée, presque storytellée toute seule. Et c'est justement autour de ça que son histoire a tout d'un scénario hollywoodien. Parce qu'à LA, tu peux adorer une superstar évidemment, mais tu t'attaches aussi aux gars maison, ceux qui se construisent sur place. Reeves, il n'est pas arrivé via un trade clinquant, ni via une annonce à la Shams qui fait trembler la NBA. Il est devenu quelqu'un lui-même, un personnage de la franchise, et pour ça, il ne doit rien à personne d'autre que lui. Voilà pourquoi, à mon sens, le dossier Reeves est complètement différent de ce qu'on traite ici d'habitude. Parce que non, on parle pas juste d'un joueur, on parle d'un symbole qui s'est fabriqué tout seul en direct sous les projecteurs de Los Angeles. Parce que Reeves, ouais, c'est bien plus qu'un simple joueur sympa, c'est avant tout une montée en puissance hyper lisible. Au début, il arrive à LA seulement comme un complément, un joueur sans statut qui doit exister dans une équipe où personne ne l'attend. Sa saison rookie, ce n'est pas une compilation de posters, c'est un CV de trucs qui font gagner. Il joue simple, il ne s'affole pas, il fait la bonne passe, il coupe au bon moment, il prend les contacts, il met ses tirs ouverts, et surtout, il est fiable sur la ligne. Ça, c'est précieux pour un rookie non drafté, parce que ça envoie un message clair au staff. Vous pouvez me laisser sur le parquet sans que ça parte en fumée. Même dans les chiffres, on est sur un gars autour de 7 points en un peu plus de 20 minutes, et au-delà de ça, il prouve qu'il peut être très solide. Ça peut paraître anecdotique dit comme ça, mais non, c'est exactement comme ça qu'on gagne la confiance en NBA. Et peu à peu, il change de planète pour devenir un créateur secondaire. Sur sa deuxième saison, il ne se contente plus de finir les actions, il commence à les générer. C'est à partir de là qu'on voit son vrai truc, le rythme. Reeves n'a pas besoin d'être le plus rapide, il a besoin d'être le plus malin. Il sait changer de vitesse, forcer le défenseur à reculer, provoquer des fautes. Quand on lui pose en écran, il devient dangereux parce qu'il sait punir de plusieurs façons. Soit il attaque le cercle, soit il s'arrête à mi-distance, soit il ressort la balle au bon moment. Résultat, sa ligne statistique grimpe, mais surtout, son rôle devient stable. Il n'est plus juste un bonus, on lui attribue une fonction. Et là forcément la NBA commence à le regarder autrement, les gars capables de créer sans avoir à monopoliser le ballon, ça court pas les rues.
Mais le vrai moment où son image change, c'est quand il commence à prendre des fins de match à son compte. Il y a ce match contre Orlando où il plante 35 points et où il met les derniers points décisifs des Lakers. C'est typiquement le genre de séquence qui change l'image d'un joueur aux yeux du public. Puis arrivent les playoffs 2023, un scanner intégral, plus de 30 minutes tous les soirs autour de 17 points et une grosse réussite à longue distance. Il ne met pas juste ses tirs, il supporte la pression, il accepte le contact, il ne disparaît pas quand le match devient physique. Ça, c'est le moment où il passe de petites surprises sympas à joueurs réellement répertoriés. Quand les équipes adverses commencent à adapter leur défense face à toi, quant à la balle, c'est vraiment que t'as changé de statut. En à peine 2 saisons, dans un contexte tendu, Reeves a réussi à cocher cette case, un vrai accomplissement. Et derrière, la confirmation arrive vite. Team USA l'appelle pour la Coupe du Monde 2023 et il assure direct. 12 points de moyenne avec une vraie efficacité au point d'être l'un des scoreurs les plus réguliers du groupe. Là, c'est plus seulement un chouchou local ou un délire de fan, c'est un joueur identifié, utile, qui sait créer un tir, créer une passe, créer une faute. Plus sa charge augmente, plus une idée s'installe dans la ligue. Ce gars-là, si jamais il est disponible, c'est une opportunité. Et ça nous amène exactement au cœur de notre procès du jour. Parce que quand un joueur devient désirable, c'est à ce moment-là que l'accusation se frotte les mains. C'est donc là qu'on arrive au moment du dossier où à mon avis tout peut basculer. Parce que cette saison, Reeves est sur une production de niveau All-Star, limite All-NBA, presque 28 points, plus de 5 rebonds, près de 7 passes et autour de 50% au tir. Donc ce n'est pas juste du volume sale, c'est efficace. Et forcément, dans une équipe qui a des ambitions, on commence à énormément parler de lui. C'est justement là que son jugement peut devenir vicieux, parce que le talent, ça augmente forcément la tentation. Les preuves sont faciles à illustrer, il a déjà empilé des matchs signatures, ses 51 points contre Sacramento par exemple, quand les têtes d'affiche manquent, il devient le plan A, et même dans une grosse affiche comme face à Dallas, il sort un autre carton. Donc non, il n'est pas juste l'auteur d'une ou deux soirées magiques, il semble être capable de faire ça super souvent. Et s'il a réussi à sortir de telles perfs, c'est avant tout parce qu'il a réussi à assumer les responsabilités qu'on lui a données. Quand Luka ou LeBron sont absents, c'est là que tu vois qui s'est vraiment créé. Début décembre à Toronto, sans Luka, il sort 44 points et 10 passes. Le lendemain à Boston, sans Luka et sans LeBron, il en met 36. Ça te montre un truc simple, il peut générer des points même quand tout le monde sait ce qui va arriver. Et là, avant même de parler de sa valeur sur le marché, vous commencez à comprendre, j'imagine, pourquoi ça discute en ce moment à son propos. Un mec qui performe comme ça, non seulement ça se paye cher, mais en plus ça peut faire des envieux. Sauf que la réalité NBA est cruelle, il vient de se blesser au mollet gauche, rien d'énorme mais c'est suffisant pour casser le rythme. Pile au moment où la ligue scanne le marché, ça peut devenir un paramètre. Les Lakers le sentent, les autres équipes aussi, tout le monde veut savoir dans quel état il est là, maintenant, tout de suite. Et du coup, si on veut vraiment être honnête à 100% dans ce procès, il faut aussi regarder un truc très concret. Au sein des Lakers version JJ Redick, Reeves n'est pas juste un scoreur, c'est le moteur secondaire de l'attaque. Luka reste le cerveau numéro 1, mais Reeves prend le relais quand ça se complique. Il punit quand les défenses surréagissent et il évite les possessions mortes par une décision simple. Quand il est là constamment, l'attaque de sa team a un plan B. Et ça, à mes yeux, en plus de LeBron qui joue le facilitateur, c'est exactement ce que veut Redick dans son basket. Le feat avec Luka est intéressant parce que Reeves n'est pas un doublon. Luka aspire la défense et Reeves vit dans les espaces derrière. Il récupère une possession sale, il attaque, il provoque, il ressort. Même sans scorer, il garde la circulation propre. Et mentalement, il est là, compétitif, pas effrayé par les fins de match. Et Redick n'hésite pas, il le traite comme un joueur de conversation All-Star. J'espère que vous captez maintenant pourquoi le staff Angelenos ne le considère plus seulement comme un simple role-player. Il est un joueur qui bouge, qui se rend disponible, qui se décide vite, il ne fiche pas l'attaque, il l'allège. Quand t'as un trio Luka, LeBron, Reeves, t'as 3 gars capables de lire une défense. Résultat, avec lui, quand tout le monde est là, les Lakers sont beaucoup moins prévisibles. C'est typiquement ce genre de détail qui ne génère pas forcément de highlights, mais qui en playoff te permet de gagner des séries. Et puis il y a Ayton, un vrai pivot qui pose des écrans solides. Ça aide Luka, mais ça aide aussi Reeves sur des lectures simples. Soit il sert Ayton, soit il ressort, soit il finit. Et comme Ayton peut aussi finir proprement sans être juste un gars à alley-oop, la connexion est naturelle. Ça donne clairement plus d'options à Redick. Franchement, quand Luka dit publiquement qu'il a besoin de Reeves à ses côtés sur le terrain, c'est pas juste un compliment pour faire joli. Alors que pas grand monde ne l'attendait, l'arrière est devenu un pion essentiel du collectif de Redick. Et c'est bien le souci, un pion qui est essentiel, il le sait, et donc il faut le payer, et pour éviter qu'il parte, il ne faut pas traîner. Alors parlons business, Reeves n'est pas en fin de contrat en 2026 au sens classique comme on l'entend partout. Il a encore la saison 2025-2026 devant lui, puis une option joueur autour de 15 millions pour 2026-2027. Cette option, c'est lui qui décidera s'il veut l'activer, mais disons-le, vu son niveau, il y a de grandes chances qu'il la décline pour toucher rapidement un jackpot encore plus gros. Est-ce qu'avec ça, vous commencez à capter l'ambiance qu'il pourrait y avoir autour de lui à la deadline? Beaucoup de teams se disent que c'est maintenant qu'il faut aller le chercher, les Lakers sont peut-être en position de faiblesse, et ces autres teams, elles, pourraient peut-être le prolonger direct. Puis choper un tel poisson à la free agency pourrait se montrer beaucoup plus complexe tant la concurrence pourrait s'avérer féroce.
C'est avec ça qu'on comprend mieux l'histoire de l'extension qu'il a refusé de signer cet été avec Los Angeles. Ouais, en juin 2025, il a refusé l'offre que les Lakers lui ont posée sur la table. 4 ans, 89 millions. Ça ne veut pas dire qu'il a refusé d'être payé, ça veut dire qu'il veut garder la main pour 2026. Puis au passage, il faut savoir que dans son contrat, il possède un trade kicker de 15%. Donc s'il est échangé, il peut gagner encore plus, et par effet domino, coûter encore plus cher à l'équipe qui l'accueillera. Ça peut clairement lui donner l'envie de changer d'air, et c'est bien pour ça que ce dossier fait transpirer les Lakers. La franchise californienne sera-t-elle capable de s'aligner sur ses prétentions salariales dans 6 mois? Rien de moins sûr. Aujourd'hui, la NBA, ce n'est plus juste le salary cap et la luxury tax. Tu as deux murs qui te posent d'énormes limites, le first apron et le second apron. La nuance, elle est simple. Payer la taxe, c'est cher, mais être au-dessus du second apron, ça te coupe les jambes. T'as beau avoir un proprio milliardaire, ça devient de plus en plus compliqué de dépasser la ligne rouge. Et le problème, c'est que les Lakers, cette saison, ils vivent déjà avec le compteur qui clignote. Concrètement, d'un point de vue financier, en ce moment, la franchise californienne est collée au mur. Elle est au-delà du first apron, et chaque petit move devient un casse-tête. Tu ne peux pas ajouter un gars tranquillement ou récupérer plus que ce que tu envoies lors d'un trade. Résultat, si Rob Pelinka veut bouger à la deadline, il n'aura pas le choix, il devra opérer de façon chirurgicale. Et cet été, aura-t-il les moyens de convaincre Reeves de rester? Ça pourrait être compliqué. Oui, les Lakers possèdent les droits pour le garder, mais ça ne supprime pas les aprons. S'il décline son option et qu'il affiche de grosses prétentions, tu peux te retrouver avec Luka, LeBron et Reeves sur 3 gros salaires. Et là, t'es bloqué, tu perds des outils, moins de marge, moins de solutions pour recruter, et la moindre blessure devient plus difficile à compenser. Donc à mes yeux, garder Reeves, ce n'est pas juste un choix sportif, ce serait trop simple. C'est aussi accepter une vie financière l'année prochaine avec beaucoup moins de portes de sortie. Les autres équipes le savent parfaitement, et justement, en sentant l'odeur du sang, elles pourraient tenter de profiter de la situation. C'est bien pour ça que le dossier est ultra tendu actuellement. Tu peux peut-être garder Reeves, mais si tu le fais, ça peut te coûter de la profondeur et des ajustements nécessaires autour de Luka et LeBron. Ça peut faire très mal, car on le sait, en playoff, où tout se joue au millimètre, manquer de role-player peut te coûter une série. Et c'est justement maintenant qu'il va falloir faire un choix entre la défense et l'accusation. On va écouter leur version. Si tu le trades, tu prends des risques, mais si tu le gardes, t'en prends aussi. C'est bien le souci. Pourtant, il va falloir trancher dans ce procès et prendre une décision rapide côté Lakers. Côté basket pur, la ligue voit désormais Reeves comme un joueur premium. Il produit comme un all-star en portant une vraie charge sur les épaules. En fait, il sait faire deux trucs que les GM adorent. Jouer avec une superstar en punissant les aides et survivre sans superstar en créant lui-même. En playoff, ce type de profil vaut cher parce que ça crée des points tout seul quand les systèmes s'éteignent sous l'intensité des défenses adverses. Sauf que vous l'avez compris, sa valeur ne dépend pas que de son talent, elle dépend aussi de sa situation contractuelle. Reeves joue actuellement comme un All-Star, mais il est payé comme un joueur de banc, c'est tout bénef. Dans la NBA actuelle, vous vous en doutez, avec toutes ses limites, une star sous-payée, c'est de l'or en barre. Même si ça ne durera pas éternellement, là tout de suite, pour une team qui veut performer sans se ruiner, ce sera une cible privilégiée. Par contre, le truc, c'est que sa valeur peut changer énormément en fonction d'un paramètre essentiel. Ce paramètre, c'est est-ce qu'avec lui, on veut une location pour quelques mois ou un projet à long terme? Si une équipe n'a aucune assurance sur la suite et qu'elle ne veut pas le prolonger à prix d'or, elle hésitera à lâcher gros. Une équipe qui compte sur lui pour l'avenir peut accepter le risque. Une team qui n'a pas les moyens financiers sera forcément bien plus prudente. Et en vrai, j'ai l'impression que ces projections autour de son salaire mettent encore plus de tension sur le marché. Oui, son contrat prochain fait peur, on entend déjà des montants très hauts, et ses perfs récentes n'arrangent rien. Plus il joue bien, plus il est désirable, mais plus il joue bien, plus la facture gonfle pour le futur. Ça rend sa valeur en trade complexe, énorme pour tout de suite, mais bien plus risqué pour après. Vous captez le piège, Reeves vaut beaucoup, mais il ne vaut pas autant avec promesse ou non de prolongation. Alors maintenant, avant de trancher, on va écouter sérieusement ce que pense le côté de l'accusation. Dans ce mode de pensée, on ne dit pas que Reeves est nul, mais qu'il est nécessaire pour les Lakers de l'envoyer ailleurs tout de suite. Premier argument, vendre au sommet. Aujourd'hui, Reeves est dans une saison où sa valeur n'a jamais été aussi haute. Presque 28 points, plus de 5 rebonds, près de 7 passes et surtout une impression de contrôle. La ligue ne le regarde plus comme un joli joueur de système, mais comme un créateur capable de porter une attaque par séquence, et ça fait monter les enchères. Je sais, c'est dur à entendre cette version business, parce que là on parle d'un chouchou des fans, mais c'est comme ça. On est au tribunal, pas chez les bisounours, alors autant se dire les choses froidement. Deuxième argument, son contrat et sa timeline. Oui, son deal actuel est un cadeau, et c'est précisément pour ça que les appels arrivent, sauf que ce cadeau est temporaire et peut-être empoisonné. Si tu penses que son prochain contrat va être trop lourd et que tu n'es pas sûr de vouloir payer ce Reeves-là au prix du marché 2026, l'action logique, c'est d'agir avant d'être dos au mur pour éviter de le perdre ensuite sans recevoir de contrepartie. C'est pour ça que le nerf de la guerre, du côté des Lakers en ce moment, c'est la construction et comment elle va être envisagée. Voilà pourquoi mon troisième argument forcément tourne autour de l'équilibre du roster.
Avec Luka et LeBron, JJ Redick a déjà énormément de création. Ce que tu cherches souvent pour survivre en playoff autour des stars, c'est plutôt de la taille, de la défense, un gros ailier capable de tenir les scoreurs d'en face, un pivot qui change le plan du coach adverse, un profil qui rend ton 5 incassable. Si t'es déjà serré financièrement, au millimètre, tu ne corriges pas ça en ajoutant des joueurs lambda. Tu te densifies en transformant une grosse pièce en réponse structurelle. Et Reeves, dans un package, c'est typiquement la pièce alpha qui ensuite peut ouvrir de nouvelles portes en termes de profondeur ou de role player. Bah ouais, dans cette histoire, il est nécessaire de contrôler le risque présent mais aussi le risque futur. Le transférer maintenant pour obtenir une belle contrepartie avant d'être obligé de le payer au prix fort, c'est finalement potentiellement l'option la plus raisonnable. Un joueur peut perdre de la valeur très vite, parfois sur une blessure, parfois sur une régression, parfois juste parce que la ligue s'adapte. Là, on vient d'avoir une petite alerte au mollet, et sans dramatiser, ça rappelle un truc. Quand tu peux vendre haut, tu ne laisses pas le hasard décider à ta place. Et si tu veux protéger le futur, tu peux convertir Reeves en pic, en jeune, en contrat contrôlable, donc en capital qui garde sa valeur même quand le cap se resserre. Ça pour moi, ce sont les principaux arguments de l'accusation implacable, ceux qui encouragent un transfert. Clairement, quand je les entends, ils sont recevables, mais avant de trancher, j'ai aussi besoin d'entendre ce qu'a à dire la défense. Et là, on va partir d'un postulat très simple. Reeves, c'est déjà une pièce qui fait gagner, pas une promesse. Les Lakers ont très bien commencé leur exercice, et dans une saison où tu joues le haut de tableau, tu ne touches pas à un co-créateur juste par peur de ce qui arrivera en 2026. Il te donne du scoring, il te donne de la création, et surtout, il te sauve des possessions. Quand Luka et LeBron sont là, il empêche la défense adverse de les surcharger. Quand un des deux manque, il prend le relais. Reeves, à mes yeux, c'est le joueur que tu peux regretter très vite si tu le laisses partir. Les Lakers, au vu de l'âge de LeBron, bientôt 41 ans, veulent gagner maintenant, pas dans 10 ans. Entamer les playoffs 2026 sans Austin Reeves, c'est peut-être en amont déjà se tirer une très grosse balle dans le pied. Parce que ouais, pour moi, le remplacer, c'est presque impossible. Son contrat actuel est un avantage compétitif, c'est sûr, et dans un trade à salaire équivalent, ça va être chaud de récupérer un joueur de ce niveau sur le marché. Disons-le franchement, c'est même mission impossible. En ce moment, en NBA, un autre joueur comme Reeves à salaire équivalent, ça n'existe tout simplement pas. Pourquoi ? Parce que le fit, pour moi, ça compte au moins autant que le talent. Avec Luka et LeBron, Reeves c'est de l'huile dans le moteur, il lit vite, il décide vite, il peut jouer avec le ballon ou sans, il punit quand la défense aide trop et il n'a pas peur des fins de match accrochées. Ce profil-là, il ne te donne pas juste des highlights, il te donne de la stabilité en play-off, sans même parler du facteur humain. Il a souvent répété qu'il aimait être à Los Angeles et qu'il se voyait rester sur la durée. Ça ne verrouille rien, on est d'accord, mais on n'est pas non plus sur un joueur qui met la pression pour aller voir ailleurs. Donc oui, le risque de la Free Agency 2026 existe, mais du côté de la défense, on soutient quelque chose de très clair. Faire un trade dans une optique panic mode, c'est bien souvent une très grosse erreur. Ce sont les résultats qui poussent à prendre des décisions comme ça, pas la peur. Maintenant, si on veut parler encore plus concret, il est temps de prendre des exemples qui vont servir de preuve. En lisant les bruits de couloir concernant Austin Reeves, j'ai remarqué que 3 équipes étaient très souvent citées. En plus de ces 3-là, il y a aussi les Bucks avec Giannis Antetokounmpo, mais pour en parler, je vous renvoie à ma dernière vidéo, passons à autre chose là désormais. Et donc ces 3 équipes, ouais, je vais me servir d'elles pour illustrer, comme des preuves, pour voir en théorie ce que les Lakers peuvent recevoir en contrepartie contre Austin Reeves. Ça nous permettra de prendre une décision et de voir si les Californiens ont raison ou non d'envisager un transfert tout de suite. Premier exemple, les Mavericks. Dans le Texas, il y a besoin d'un vrai créateur au dribble, surtout si Kyrie ne revient pas vite ou pas à 100%. Le souci, c'est le montage. Dallas n'a pas de marge financière, les Lakers non plus, ce qui pourrait obliger d'impliquer une 3e équipe. Cependant, les Mavs ont des arguments. Un jeune intérieur comme Derek Lively, par exemple, et des pics, dont celui des Lakers en 2029, récupéré dans le trade de Luka Doncic. Franchement, sur le papier, déjà, une offre comme ça peut faire réfléchir. Il y a des bonnes pièces en retour à récupérer. Deuxième exemple que j'ai voulu étudier, Détroit. Les Pistons ont besoin d'un autre porteur de balle à côté de Cade et d'un plan B quand l'attaque cale. Trader pour Reeves, c'est combler cette faille, mais aussi récupérer les droits pour le prolonger. Les idées de montage tournent autour d'un profil comme Isaiah Stewart, d'un jeune comme Ron Holland, et des pics encore une fois. Même si je pense que ce serait plus facile pour Pelinka d'accepter s'il y avait Ausar Thompson dans cette histoire, je pense qu'il est intouchable, et il y a quand même de quoi réfléchir encore une fois avec une telle contrepartie. Troisième exemple, Houston. Depuis l'arrivée de KD, les Rockets sont dans une logique win now, sauf qu'avec la blessure de Van Vliet, ils ont besoin de création tout de suite. Pour récupérer ça, Houston a de vrais assets, des jeunes, des contrats intermédiaires, et surtout des pics. Un nom comme Reed Shepard revient souvent, celui de Tari Eason aussi. Avec quelques tours de draft à ajouter dans le package, ça peut déboucher sur un truc, c'est sûr. Des exemples comme ça, je pourrais encore en donner beaucoup, mais je m'abstiendrai, vous captez là où je veux en venir. À chaque fois, on parle de teams qui ont des besoins à la création, mais aussi des assets sérieux à envoyer en retour. Alors maintenant qu'on a toutes les données, il est vraiment temps, je pense, d'arrêter de tourner autour du pot. Pour moi, tout se résume à 3 scénarios côté Lakers. Si début janvier, tu confirmes que tu es contender et que tout le monde est sain, tu ne touches à rien, tu vas au bout des choses. Si tu plafonnes contre les grosses équipes, tu écoutes les offres, mais seulement pour un retour qui change ton plafond immédiat, pas ton plafond futur. Par contre, si la santé de tes stars bascule et que tu dois jouer la saison en mode survie, là, ok, tu peux voir les choses froidement et convertir Reeves en actif pour le futur.
Ça pour l'instant c'est ma façon de penser, mais avant de trancher, il faut répondre à une autre question. Quel est le prix minimum pour Austin Reeves si tu veux pas te faire plumer? Ma règle est basique, tu trades Reeves seulement si tu récupères soit une pièce défensive premium plus du capital, soit une base d'assets qui te repositionne pour un gros move derrière. Tout ce qui ne transforme pas ton plafond, je refuse. Sinon tu perds ton meilleur rapport qualité-prix et tu fragilises ton équilibre immédiat. Mais ça veut aussi dire prendre de gros risques pour la saison en cours si tu crois encore au titre. Ok, tu anticipes un petit peu mieux l'avenir, mais aussi sans lui, tu sais toujours pas si tu seras aussi performant immédiatement. Si ça doit priver LeBron d'une de ses dernières chances de bague, honnêtement, à quoi ça sert vu que c'est clairement l'objectif affiché côté Lakers? Voilà pourquoi aujourd'hui en l'état je vais suivre les arguments de la défense. Ma décision c'est non, je ne transfère pas Austin Reeves. Les Lakers ont de quoi finir dans le top 3 de l'Ouest avec un Reeves qui te fait gagner maintenant. Le risque 2026 existe, mais il ne vaut pas non plus de craquer pour un trade moyen. Alors si je suis les Lakers, j'assume, je vais au bout des choses, je joue la saison à fond. Et l'avenir de Reeves, ouais, j'y pense plus tard. C'est ma décision, la patience, plutôt que la précipitation, tout ça parce que les Lakers actuels, ouais, je dois le dire, j'y crois au moins un minimum. Mais vous, si vous êtes GM, vous en faites quoi de Austin Reeves? Vous le gardez ou vous le bazardez? Et si vous l'envoyez ailleurs, vous recherchez quoi comme contrepartie en échange? Dites-moi tout ça en commentaire, faites-vous plaisir, ne vous inquiétez pas, je lis absolument tout. Puis zappez pas aussi, hein, c'est important, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, on approche des 70 000 et j'aimerais vraiment dépasser cette barre. Pareil, c'est primordial, si vous voulez soutenir, pensez à la booster cette vidéo, ça apporte des points et ça la met en avant de ouf. Tout ça, ça vous coûte rien, ça prend juste quelques secondes et du côté de mes projets, ça apporte énormément de force. Alors je compte sur vous très fort la team, à très bientôt.